Accord, désaccord avec Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour messieurs, on commence bien évidemment avec le crash de l'Airbus d'Egyptair. L'hypothèse de l'attentat est privilégiée, mais ce n'est pas sûr pour l'instant. L'Égypte en tout cas pourrait être particulièrement visée. L'Égypte, dans ce cas, évidemment, on repense instantanément au crash de l'avion russe de Sharm el-Sheikh, qui avait coûté la vie à 221 personnes il y a quelques mois. On est dans une situation où, si c'est un attentat, d'abord ça pose un problème pour la France énorme, évidemment, un problème de sécurité à Roissy. Il va y avoir, j'imagine, beaucoup d'interrogations sur les bagages, sur la façon dont on... Donc ça va être une partie de l'enquête qui va se passer ici. Pour l'Égypte, le problème, c'est la stratégie justement des islamistes. Hein. S'il s'avère, comme c'était le cas pour l'avion russe de Daesh ou de l'État islamique, on est dans une situation où l'État islamique fait plusieurs types de guerres et fait une guerre économique. Et l'une des conséquences, c'est d'assécher évidemment la manne touristique. Ils l'ont fait également il n'y a pas si longtemps que ça avec l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. On cherche dans le pays à frapper l'endroit où finalement le plus de recettes vont se faire. Et c'est pour l'Égypte, c'est 1/5 de la population qui est liée à une activité de près ou de loin avec le tourisme. On sait que déjà l'Égypte, à l'époque de l'attentat de Luxor en 1996, son commerce avait été torpillé. Et là, à nouveau, on a donc cette suspicion. Évidemment, on arrive à l'été. C'est des ferments de déséquilibre pour le pays et une manière de le prendre à la gorge. Denis Tinilac, un mot sur cet attentat? Non, pour l'instant, du moins sur cette catastrophe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est peut-être aussi la France qui est visée. Et également, je pense que les deux, en tout cas, sont dans la ligne de mire des terroristes. On sait très bien que les relations entre la France et l'Égypte n'ont jamais été aussi bonnes et elles sont au beau fixe, notamment grâce à des accords d'armement pour la vente des Mistral. On est quand même dans un nœud gordien entre deux pays. Voilà. Et il y a il y aurait un intérêt évident pour des islamistes de viser un avion. Prudence pour l'instant en tout cas. Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères, était sur France 2 ce matin, on l'écoute. Toutes les hypothèses sont examinées, mais aucune n'est privilégiée. Il faut à tout prix trouver ces débris, les analyser, et puis les boîtes noires, puisque nous voulons la vérité et toute la vérité. Et nous allons vous donner le maximum d'informations en toute transparence. Toute la vérité, rien que la vérité, bien entendu, nous la devons aux familles, parce que c'est une épreuve terrible. Autre sujet dans l'actualité, autre image qui ont beaucoup frappé cette semaine, bien ce sont les casseurs, avec notamment ces violences spectaculaires contre une voiture de police à Paris. Que pensez de ce phénomène des casseurs, Denis Tinilac? C'est une tentative d'assassinat, elle doit être conçue comme telle. On est en état d'urgence. En état d'urgence, des manifs à répétition comme ça, des occupations de lieux comme la Nuit debout, place de la République, donnent l'impression d'un pouvoir public qui sont plus capables de protéger leurs citoyens. Il y a une espèce de malaise qui se répand, et c'est pas dans Comme François Fillon, vous pensez qu'il faudrait interdire Nuit debout et interdire ces genres de manifestations? Interdire des manifestations durant l'état d'urgence. Je veux dire, Oui, mais il y a la loi El Khomri, on va vous répondre, les gens ont le droit de manifester. Oui, là, on voit bien qu'il y a un malaise social, moral, psychologique. La loi El Khomri est manifestement un alibi. Tout le monde a envie d'en découdre avec tout le monde. Son voisin, l'étranger, soi-même. Tout le monde est mal dans ses pompes dans ce pays. Et on sait qu'il va falloir attendre 1 an avant d'avoir une solution politique. Mais tout le monde va au présidentiel sans désir. Donc, je trouve que tout ça est d'assez mauvais augure. Ça pourrait bien dégénérer. Marine Le Pen a réagi sur ces violences contre les policiers. C'était sur Europe 1 tout à l'heure. Nous sommes en état d'urgence. Or, en état d'urgence, il y a depuis 2 mois dans notre pays des violences tous les jours. 300 policiers blessés sans que le gouvernement soit capable de lever le petit doigt. Nous sommes pour la présomption de légitime défense pour les policiers.
Régis Le Sommier, il y a donc une polémique effectivement entre d'un côté le gouvernement qui affirme sa fermeté, Bernard Cazeneuve qui parle de sanctions implacables, et l'opposition, elle, qui souligne l'impuissance, voire, comme le Front National, le laxisme du gouvernement. C'est un jeu de rôle normal ou Non, parce que ce n'est pas une situation normale, on le sent bien, tout le monde le sent bien. Ce que disait Denis Tillinac tout de suite était absolument exact. Moi, ce qui me frappe, quand je vois la violence notamment de cette vidéo qui a été vue par beaucoup de personnes, où on voit ce policier affronter courageusement, sans sortir son arme d'ailleurs, un manifestant qui le frappe avec un espèce de stick là, en plein, quelque chose de très dur visiblement. Sa voiture est en train de brûler. On se demande où est l'idéologie derrière ça. C'est-à-dire, on a l'impression que ces casseurs, je les ai vus s'affronter également avec le service d'ordre de la CGT aussi l'autre jour, que même les règles internes aux manifestations ne sont plus respectées. C'est-à-dire qu'il y a des débordements, en général, c'est à l'arrière des manifestations, au moment de la dispersion. Puis là, ils attaquent au début. Ils sont très mobiles, ils sont surarmés, ils ont des stratégies militaires. Ils placent apparemment ils font des cartes, ils sectorisent exactement l'endroit où ils vont et ils attaquent. Quand vous le voyez sur cette vidéo, d'abord il y en a un qui arrive avec un bélier qui casse la fenêtre, il y en a un autre qui balance un fumigène qui incendie la voiture. Donc le mode opératoire est très rodé. La question est, où est la finalité de ça? Alors s'attaquer aux policiers, oui, mais s'attaquer aux policiers, pourquoi? Dans quelles circonstances? S'attaquer au service d'ordre de la CGT qui défend a priori la manif contre la loi El Khomri? Où est un petit peu on a l'impression qu'il y a une sorte de vide idéologique énorme, une sorte dans laquelle s'engouffrent quelques jeunes perdus complètement, mais déterminés à faire mal, déterminés peut-être à tuer. Quand on voit aussi le type de munitions utilisées, des espèces de roulements à billes énormes, sur lesquels ils mettent des lames de rasoir qu'ils balancent sur les policiers. Visiblement, il y a une volonté de faire mal, une volonté de blesser, une volonté peut-être de tuer. On comprend pas très très bien pourquoi. Vide idéologique, oui et non. Bon, il y a des espèces de... Oui, vous avez raison, presque nihilisme dans ce désir de détruire l'autre, de l'humilier, de le blesser, de lui faire du mal. Mais enfin, une partie de ceux qui ont pu être interpellés par la police, ont quand même des liens avec l'extrême gauche anarchiste, révolutionnaire. La finalité, c'est de créer un État, une situation insurrectionnelle et ça. Deuxièmement, quant au laxisme, alors moi je veux pas en rajouter sur les discours ultra sécuritaires, genre ça, mais tout de même, c'est les policiers eux-mêmes qui semblent dire que les ordres émanant du ministère de l'Intérieur, c'est quand même un peu plus que de la prudence, quoi. Il y a sans doute la peur qui est des victimes. Alors voilà, et je le comprends d'ailleurs. C'est des jeunes, on va pas accabler le ministre de l'Intérieur, parce que à sa place, je sais pas trop comment je réagirais. Mais bon, on a l'impression quand même qu'ils ont pas les moyens psychologiques de se défendre comme ils devraient l'avoir, semble-t-il. Denis Tillinac, on en vient à votre livre « L'âme française » chez Albin Michel. Alors, je vous cite. « On ne reconnaît pas la sensibilité de droite dans cette droite honteuse, invertébrée et sans saveur politique de ceux qui s'en réclament. » Il y a une droite honteuse. La droite n'ose pas affirmer ses valeurs, n'ose pas... C'est peut-être un tout petit peu moins vrai depuis la revue de presse de tout à l'heure avec Fillon. Alors est-ce qu'il aurait lu le livre déjà? Un homme politique de droite qui lirait un livre, ça serait un scoop. Ça mériterait une dépêche à l'AFP. Oui, non, effectivement, il y a pendant un demi-siècle, on a le 68ardisme, freudo-marxo libertaire a régné dans la pédagogie, dans les écoles de journalisme, un peu partout dans l'université. Bon, les déconstructeurs philosophiques ont fabriqué 2 générations de jeunes. On a vu ce que ça a donné. Bon, ça c'est en train de s'écrouler. C'est le moment historique pour la droite, entre guillemets, beaucoup de guillemets, de proposer une véritable alternative. Or, les candidats aux primaires nous proposent un catalogue de recettes d'inspiration libérale. Au moment où le peuple français
se sent dépossédé, a besoin d'être protégé, mais ne nous parle jamais de ce qui est la raison d'être de la droite, c'est-à-dire le sens de l'héritage, le sens de la transmission, un certain nombre de figures de légende, une certaine relation à l'histoire de France, et j'ai voulu dire que la droite, c'est autre chose que les propositions pour réformer le code du travail. Voilà, alors effectivement, vous expliquez, vous développez ce qui devrait être le noyau dur de la droite, c'est des valeurs comme l'identité, la mémoire, l'honneur. L'identité au sens large. Hein, oui. Voilà, l'amitié. Le panache, la désinvolture. Voilà, c'est ça. La gratuité, une espèce de... Quand on propose à la jeunesse travailler plus pour gagner plus, bon, c'est peut-être raisonnable économiquement, c'est pas avec ça qu'on exalte un cœur de 20 ans. Or, la gauche a ses référents, elle a de quoi faire rêver, elle a sa mémoire, elle a ses grands ancêtres, elle a ses lieux de mémoire. La droite aussi, elle l'a, sauf que les hommes politiques de droite ne le savent pas. Alors j'ai essayé de leur instruire. Est-ce que finalement, juste pour est-ce que finalement la droite n'est pas cantonnée dans une position qu'elle aime beaucoup, qui est celle de la réaction? C'est-à-dire qu'elle s'est construite un petit peu par rapport à des idées qui en général venaient plutôt de gauche et qui finalement l'ont cornaqué dans un coin à essayer de sauver les meubles. Oui, il y a un peu de ça. La droite c'est pas l'homothétique de la gauche. Hein. C'est une façon de ne pas accepter la dogmatique ambiante pour des raisons qui peuvent être morales ou métaphysiques ou esthétiques. Hein. Mais au moment où la gauche s'effondre sur le plan. Ouais, vous dites les idées venues de gauche ont cessé de régner sur les esprits. Voilà, c'est récent, c'est les 10 dernières années. On le voit bien, il y a 1000 symptômes. Ça serait le moment de proposer une alternative pour essayer de sortir ce pays de son marasme moral et mental. Et autour de cette notion qui me paraît centrale, ce sentiment de dépossession. Les Français se sentent dépossédés de leur patrie, de leur mémoire, de leur tradition, de leur art de vivre. Et pas seulement à cause des flux migratoires, mais aussi l'Europe, mais aussi les régions, mais aussi les manuels d'histoire, enfin, la pédagogie. On a l'impression comme ça que l'air du temps est en train d'effacer les traces de la mémoire. Et ce pays, c'est qu'un siècle d'histoire géo. Alors, vous insistez beaucoup, effectivement, notamment sur la mémoire. Vous dites que la droite a ses lieux, comme Saint-Denis, comme Reims, comme Colombey. On en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est le panthéon de la droite. Le panthéon de la gauche, il est montagne Sainte-Geneviève, cette espèce de truc en béton, et avec ces choix idéologiques. Hein. La plupart des écrivains que j'aime, ils sont pas. La droite serait plutôt Saint-Denis, non pas que je sois monarchiste le moins du monde. La question n'est pas là, mais cet empilement de rois traduit une permanence, une continuité. Il y a des. Vous annexez quand même à droite D'Artagnan, Cyrano, Tintin. On peut le contester, ça. On peut dire ils sont pas plus de droite que de gauche. Je crois que la droite, pour la droite, la vie est une aventure avec ses risques et avec une dimension tragique. Pour la gauche, ce serait une somme de droit à. Voilà. Bon bonheur. On évoquait tout à l'heure justement les programmes des candidats aux primaires. Et vous, justement, ce côté programme, ils sont tous, en gros, un programme économique assez libéral. Ça vous choque un peu? C'est pas la bonne idée? Non, il faut libéraliser un certain nombre de choses avec beaucoup de prudence. Hein. On est un pays qui n'est pas foncièrement libéral à l'anglo-saxonne, que les gens votent à droite ou à gauche. Et je constate que les candidats, qui paraissent les prétendants les plus sérieux à la primaire, à cette absurde primaire, parce que c'est pas du tout dans la culture de la droite. Ah ouais, vous êtes contre la primaire? Bon, c'est une absurdité. Et pourquoi? Parce que ça finit par une espèce de défilé de mode. Ils sont 13, équipe de rugby à 13. Bientôt ils seront 15. Ça n'a plus de sens. Chacun va se définir non pas par rapport à sa vision de la France, mais par rapport aux voisins et aux sondages. Et donc, je crois que c'est sur les questions identitaires au sens large, hein, sur la mémoire, sur la pérennité, que la présidentielle se jouera. On n'a jamais été élu sur un programme, mais sur un élan ou une allergie. Moi, je trouve intéressant par rapport pour rebondir sur cette interview du Figaro où on dit enfin Fillon cogne. Enfin, moi j'aurais rajouté enfin parce que on a l'impression que ce catalogue justement de personnes à droite finalement attend un petit peu l'écroulement de la gauche, que de toute façon et regardez à gauche, moi ce qui m'a paru assez stupéfiant, c'est la démarche d'Emmanuel Macron d'aller récupérer Jeanne d'Arc. Aucun autre à droite ne l'a fait. Lui, il dit ni droite ni gauche, il essaye de construire son parti. J'ai trouvé
ça assez intelligent de sa part. Je l'ai précédé de quelques années comme président des fêtes de Jeanne d'Arc. Voilà. Denis Tillinac, l'âme française. En plus, c'est très bien écrit chez Albin Michel. Ah, mais c'est gentil. Merci Denis Tillinac, c'est sincère. Merci Régis Le Sommier. À suivre la bourse, le rappel des titres avant Ève Ruggieri et Christian Morin.